Salut les auditrices et les auditeurs, ça me fait super plaisir de vous retrouver. En passionné de sport que vous êtes, vous allez probablement adorer ce nouvel épisode, même si on va pas parler d'un sport dont on a l'habitude dans le podcast Transition. On va parler de ski alpin et on va se rendre sur les pistes de la Coupe du Monde FIS avec un athlète qui est parmi les meilleurs mondiaux dans sa discipline. Juste avant d'aller directement dans cet épisode, je vous rappelle que vous trouvez le podcast sur plusieurs plateformes de diffusion de podcasts, notamment Apple Podcasts et Spotify. Et sur ces plateformes, vous pouvez mettre des notes et des commentaires sur le podcast et ses épisodes. Je vous encourage à aller mettre des notes ou des étoiles à cet épisode et au podcast Transition pour me dire ce que vous en pensez, et également à mettre des commentaires sur cet épisode si il vous a plu, s'il vous a pas plu, et qu'est-ce qu'on peut changer dans les prochains épisodes de la série avec des invités. Bien évidemment que maintenant vous retrouvez aussi toutes les 2 semaines un épisode sur les coulisses du site internet nakan.ch. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse immédiatement avec l'épisode du jour. Donc dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Rochat. Marc Rochat qui est un skieur de Coupe du Monde, spécialiste du slalom. Marc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être dans le podcast. Merci à toi, Greg. Donc Marc, tu as 31 ans. Tu fais tes débuts en Coupe du Monde en 2015, si je ne me trompe pas. Et puis, tu as un peu été embêté par des blessures par le passé dans ta carrière. Saison 2023-2024 de feu, probablement l'une de tes meilleures de ta carrière. Comment est-ce que tu es arrivé au ski? À partir de quel âge est-ce que tu as été sur des lattes? Eh bien, j'ai commencé très tôt. Mon père m'a mis sur les skis à l'âge de 2 ans, le jour de mon anniversaire. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était fan de sport. Mon père était un fanat de sport. Il a voulu mettre son 3e fils le plus rapidement possible sur les skis. Donc, à l'âge de 2 ans, sur les pistes de Crans-Montana. Et puis, après, évidemment, j'ai skié petit à petit. J'ai évolué. Puis, j'ai voulu suivre absolument mes frères aînés au ski club jusqu'à atteindre les premières compétitions de ski à l'âge de 6 ans. À l'époque, évidemment, on parle de petites courses régionales, c'est les week-ends et puis c'est pour le plaisir. Et petit à petit, ben évidemment, le sport a pris toujours un peu plus de place dans ma vie. À l'âge de 14 ans, j'ai quitté Lausanne pour aller en sport-études à Brigue. J'étais à ce moment-là en équipe interrégion. La Suisse est divisée en 3 parties d'un point de vue régional dans le monde du ski. L'interrégion Est, Ouest et Centrale. Et donc le centre de performance est basé à Brigue. J'ai passé une année là-bas. La maturité durait 5 ans. Je me suis grièvement blessé lors de ma période sur place et un peu en ras-le-bol, j'ai décidé d'arrêter le ski et d'abandonner parce que c'était un peu une période compliquée pour moi. J'étais très petit. Le ski, c'est un sport de gravité. Et évidemment, c'était extrêmement frustrant pour moi de revenir de cette blessure et puis soudainement de me faire battre par des types qui techniquement ne valaient rien, mais qui allaient simplement plus vite que moi pour des questions de glisse. J'ai donc quitté le centre de performance de Brigue pour retourner à Lausanne et puis suivre un cursus scolaire habituel. Et puis au bout d'une année à Lausanne, j'ai un copain qui gentiment m'a invité et m'a poussé à aller faire une course en France, une course on appelle ça une course citadine, c'est-à-dire que c'est un niveau international hors circuit. Et j'ai fait mon meilleur résultat jusque-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas réessayer, quoi. Et j'ai effectivement bien fait. Et puis à partir de là, j'ai terminé ma maturité à Lausanne et j'ai été sélectionné par la fédération à l'âge de 18 ans dans l'équipe nationale junior. Puis ensuite, j'ai grappillé gentiment les échelons par la Coupe d'Europe, puis jusqu'à arriver en Coupe du Monde. Ok. Donc un joli parcours. Pas épargné par les blessures, tu nous l'as dit. Du coup, on va en parler plusieurs fois dans cet épisode. Le mental aussi qui importe beaucoup. Remonter sur les pistes de ski alors que tu as eu une blessure.
Au niveau de la force mentale pour toi, c'était le fait de pas abandonner ou c'était le fait de ressaisir une opportunité où tu avais vraiment envie d'y retourner? Bien oui, j'ai eu malheureusement beaucoup de blessures dans ma carrière, plus que certains, moins que d'autres. On parle un cumul de 7 opérations au total, fracture ouverte du tibia péroné, fracture de la cheville, déchirure des ligaments de la cheville, opération des genoux, on m'a retiré les ménisques, je me suis arraché une plaque de cartilage dans le genou, je me suis disloqué l'épaule gauche que j'ai opérée, je me suis disloqué l'épaule droite que je n'ai pas opérée. J'ai eu de graves problèmes de dos aussi qui m'ont coûté beaucoup de temps. Et dans tout ça, ben évidemment, c'est clair qu'on se pose certaines questions et c'est des moments compliqués dans une carrière de se retrouver à la maison alors que ses collègues avancent dans leur carrière sportive. On en reparlera tout à l'heure, mais j'estime que malgré tout, j'ai de la peine à croire que j'aurais réussi à arriver à mon niveau aujourd'hui sans ces blessures-là, parce que ça a été une réelle école de vie, ces périodes certainement très difficiles, mais formatrices et du coup, je m'en suis servi et je m'en sers dans mon quotidien. C'est cette saison 2023-2024, pour toi, c'est un peu une récompense de l'abnégation que tu as pu avoir et de la persévérance que tu as pu avoir? Absolument. Et évidemment, à l'âge de 30 ans, on se dit c'est peut-être trop tard, mais le sport évolue dans une direction où évidemment les carrières sont plus longues qu'avant, pour différentes raisons. L'évolution de la médecine, premièrement, de la préparation physique, du matériel, et tout ça fait que la moyenne d'âge augmente beaucoup. Et on voit aujourd'hui fréquemment des athlètes qui performent à l'âge de 35, 36, 37, 38 jusqu'à 40 ans. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a 20 ans, évidemment. Et cette saison, évidemment, tout s'est un peu aligné parce que j'ai rebondi sur une grande saison déjà la saison d'avant où j'ai obtenu ma première qualification au championnat du monde, ce qui est pas anodin pour un Suisse parce qu'évidemment, il faut savoir qu'il y a 4 places par discipline, et le ski en Suisse étant quand même un sport très important, c'est difficile de faire sa place dans une équipe aussi forte, et de pouvoir obtenir une qualification à mes premiers gros événements. On parle de championnat du monde, les Jeux Olympiques, ça n'a pas été le cas encore. J'ai été 2 fois réserviste, le cinquième malchanceux, et du coup d'avoir réussi à passer l'épaule et participer à ces championnats du monde, ça a eu certainement un effet de déclic entre guillemets. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est le physique. Et la saison dernière, ça faisait depuis très très longtemps que j'ai été entre guillemets épargné par les douleurs constantes. J'ai vécu longtemps avec des douleurs qui étaient très présentes et qui m'empêchaient de performer à mon meilleur niveau, et c'est clair que de vivre constamment avec ces douleurs, c'est compliqué pour la tête aussi. Et puis la saison dernière, j'ai été un peu libéré par ces douleurs et ça m'a changé la vie. Alors, les auditeurs qui écoutent le podcast habituellement ont l'habitude des sports d'endurance où on réalise une performance sur plusieurs heures, des fois même au-delà de 10 heures sur certaines épreuves. Toi, en l'occurrence, une course, ça se joue en 2 fois 50 secondes, en gros. Comment est-ce qu'on gère ces 50 secondes pendant lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur, et puis la période de temps qu'il y a entre les 2 manches, parce qu'un slalom, c'est le cumul du temps sur 2 manches. Comment est-ce qu'on reste concentré? Comment est-ce qu'on est dans son truc pour faire la meilleure performance possible? Eh bien, le ski alpin, c'est un effort particulier. On n'est pas dans l'endurance, on n'est pas dans la pure explosivité, on est en plein dans le lactique. Il faut savoir qu'après une vingtaine, trentaine de secondes, on a un pic monstrueux de lactate et on doit être capable de le gérer pour évidemment pas perdre ses capacités cognitives et la coordination musculaire jusqu'à l'arrivée, parce qu'à 30 secondes, on a encore 20 secondes où on doit pousser au maximum. On se bat contre les meilleurs skieurs de la planète, on n'a pas le droit à l'erreur, et pour maintenir notre niveau de ski jusqu'à l'arrivée, on doit être très très fort physiquement. Ce qui se passe, c'est que on a effectivement 2 manches de 50 secondes. On a environ 3 heures de temps entre la première et la deuxième manche, ce qui paraît beaucoup, mais au final c'est pas énorme, parce que entre deux, on a une reconnaissance. Pour les 2 manches, on a une reconnaissance. On n'a pas le droit de skier dans le tracé, mais on a le droit de le reconnaître. On a 45 minutes pour reconnaître le tracé. Et pendant ces 45 minutes, on va apprendre par cœur le tracé, chaque porte, chaque mouvement de terrain,
chaque changement de neige, pour être capable de skier dans un tracé qu'on n'a jamais skié à 100%, donc comme si on l'avait déjà fait 15, 16, 20 fois. Et du coup, entre ces deux manches, bien on a la reconnaissance, on a la gestion du stress, parce qu'évidemment, dépendant de la performance de la première manche, on va se retrouver dans une position où on doit défendre notre position. Et la récup, elle est indispensable entre ces deux manches. Chacun a un peu ses techniques. Évidemment, on doit se reposer un maximum, bouger les jambes. On a en général des vélos dans les team hospitality. C'est comme ça qu'on appelle les zones pour les athlètes. Mm-hmm. Des tentes ou des restaurants qui sont réservés aux athlètes. Donc, on va tâcher de récupérer au mieux, manger. Certains mangent, certains non. Pour ma part, j'essaie d'ingérer le plus de sucre possible au terme de ma manche pour pouvoir justement reprendre mes énergies. Mmh. Et puis ensuite se préparer et s'échauffer pour cette deuxième manche et à nouveau planter le clou, ces 50 secondes d'effort maximum jusqu'à l'arrivée. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'éléments intéressants dans ce que tu viens de nous dire. J'en ai noté plusieurs. Le premier, t'as dit la qualité ou les différences de neige. Moi, ce que j'ai l'impression quand j'entends et quand je vois comment vous skiez, c'est que la plupart des pistes, c'est plus de la neige. Tu m'avais montré une photo, je sais pas si on pourra la mettre aussi dans l'article qui concerne cet épisode. On voit la piste depuis le portillon de départ et c'est quasiment une patinoire à 45 degrés ou plus, quoi. Donc des pistes qui sont verglacées, qui sont super difficiles à appréhender techniquement. Alors absolument, la photo que je t'avais montrée, c'était probablement le départ des championnats du monde l'an dernier à Courchevel. Les pistes sur lesquelles on skie, la majeure partie des pistes, premièrement, c'est des pistes qui ne sont pas ouvertes au public. C'est des pistes qui n'existent pas, qui sont absolument pas praticables, parce que c'est extrêmement raide. Et deuxièmement, ces pistes, elles sont préparées d'une certaine manière pour que les conditions restent plus ou moins égales pour tous les athlètes. Et le seul moyen de le faire, eh bien, c'est de les transformer en patinoires. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la veille des compétitions, une semaine avant, le comité d'organisation commence à préparer cette piste et à l'injecter. On l'injecte avec différents systèmes, différents moyens, mais le plus classique, on appelle ça le Balken. C'est un espèce de long tube muni de différents pics espacés d'environ 5 cm. Et ce tube est branché au réseau d'eau des canons. Et on vient injecter cette piste de haut en bas. Une fois que la piste a été injectée, on l'arrose ensuite. Donc la piste devient extrêmement glacée. Après, évidemment, ça dépendra de la météo, des températures, etc. Et ça dépend aussi de l'environnement, parce que certaines pistes ont certaines caractéristiques. Elles sont face nord ou face sud, plus proche d'un cours d'eau ou non, et du coup l'humidité, la chaleur, tous ces différents éléments vont donner certaines caractéristiques aux neiges. Et donc par rapport à ces neiges, on va devoir s'adapter du point de vue du matériel. C'est clair que c'est difficile à voir à la télé, mais chaque neige est différente. Et du coup, la réponse est extrêmement différente pour nous aussi. On voit en Formule 1, évidemment, lorsqu'il pleut, on peut pas utiliser des slicks. C'est plus ou moins la même chose pour nous. Mais pour des neiges très très différentes, on va utiliser des matériaux très différents. On peut pas utiliser la même chaussure de ski à 15 degrés en fin de saison ou par moins 30 degrés en Finlande en début de saison. Du coup, il y a beaucoup d'adaptations qui doivent être faites pour ces conditions de neige, et du coup, beaucoup de travail à l'entraînement pour pouvoir tester, développer, comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux et où, pour pouvoir être prêt le jour de course, parce qu'évidemment, si on se plante sur le matériel, la course est terminée. Il y avait un autre aspect, avant qu'on parle de la technologie, donc tu nous as parlé du matériel, on va revenir un petit peu sur la technologie que vous utilisez avant. On a parlé donc des deux manches, de l'espace entre les deux manches. Maintenant, au niveau de la gestion émotionnelle, tu fais ta première manche, tu fais un résultat dans les 10-15 premiers. La deuxième manche, c'est l'ordre inverse qui va s'élancer, donc tu vas t'es lancé assez au début, et puis là tu vas te retrouver
possiblement dans le fauteuil du leader, à voir les autres derrière, passer derrière toi. Ça t'est arrivé encore cette saison. T'as frôlé le podium à ce moment-là et tu voyais tous les concurrents qui passent derrière toi. Tu restes le leader de cette course. Comment est-ce qu'on gère ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit, tiens, je me rapproche du top 10, du top 5, peut-être du top 3? Comment est-ce qu'on gère cette période-là? Alors là, il y a déjà deux aspects. Il y a l'avant et l'après. Il faut savoir qu'au terme d'une première manche, uniquement les 30 premiers vont être qualifiés pour la seconde manche. Les espaces sont minimes. Parfois, le cut, donc la 30e place, est seulement à 1 seconde du premier. Donc, les écarts sont infimes. Et puis, évidemment, si on termine 30e de la première manche, on va repartir premier de la deuxième. Donc, avoir un certain avantage sur les autres concurrents. Et au contraire, si on gagne une première manche, on va partir dernier de la course, ce qui met quand même une grosse pression sur le vainqueur de la première manche. Et puis, dépendant de ta première manche, bien, tu vas partir ou bien en milieu de peloton, ou bien en début, ou bien en fin. L'an dernier, j'ai effectivement, je suis passé à plusieurs reprises très très proche des podiums. À Delboden, j'étais 5e à je crois 16 centièmes de la deuxième place. Schladming, j'étais à 6 centièmes de la troisième. Il y a eu quelques courses où vraiment ça s'est joué de peu. Au terme de cette deuxième manche, lorsqu'on arrive à l'arrivée, il y a cette fameuse lumière verte qu'on voit. On n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe parce qu'on est dans un état tel au terme d'une manche, on est dans un autre monde. Il faut comprendre qu'on n'entend rien, on ne voit rien. On est proche d'un état de transe au fait. Okay. Et du coup, lorsqu'on passe cette ligne, on lève la tête et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et du coup, cette lumière permet de nous faire comprendre si on a pris la tête de la manche ou non. Et puis de voir du vert à l'arrivée d'une Coupe du Monde, c'est toujours bon signe. Et puis, plus on avance, plus on s'accroche à cette première place provisoire, plus on a de chance de passer sur le podium. C'est clair qu'un siège de leader en Coupe du Monde, c'est des moments extraordinaires. Il y a des doutes, on se dit mais non, il y a trop d'écart par rapport au premier, mais tout peut se passer au fait, parce que le slalom c'est une discipline où comme je l'ai dit, les marges sont tellement minimes. Un garçon qui domine une première manche peut malencontreusement enfourcher la première porte et ce sera terminé. Donc rien n'est jamais joué jusqu'à la dernière porte du slalom. Et c'est pour ça que c'est des moments assez stressants, évidemment, de se trouver dans ce siège de leader et de voir les athlètes qui viennent, puis qui gardent du vert jusqu'au dernier intermédiaire, puis soudainement ils passent derrière, ou au contraire, ils passent au rouge en début de manche, puis tu es certain qu'il va passer derrière, puis pour finir, il arrive à grappiller quelques centièmes sur le dernier intermédiaire. Ouais, c'est des moments extrêmement forts en émotion. Ouais, j'imagine. T'as fait une petite faute sur la fin du parcours. Tu sais que là, tu vas te faire gratter 1 ou 2 dixièmes, et donc du coup, ça reste le stress. Mais voilà, j'imagine l'émotion que ça doit donner d'être à cet endroit-là. Peut-être que maintenant, on peut passer à la partie un peu entraînement de l'athlète de haut niveau. Quand on s'entraîne, la première chose qui m'intéresse, c'est de savoir, tu fais les finales de Coupe du Monde. Ta saison, elle est terminée. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu relâches complètement la pression et puis tu prends des vacances et puis tu évacues un petit peu tout ça, puis ensuite tu reprends chronologiquement un peu l'entraînement, ou est-ce que tu te remets tout de suite au travail? Comment ça se passe? Alors, les finales de Coupe du Monde sont en général mi-mars, mais la saison en soi n'est pas encore tout à fait terminée parce que premièrement, on a encore les championnats nationaux. C'est clair que c'est pas les mêmes enjeux, mais ça reste un titre important. Et puis on a en général beaucoup d'événements auxquels on doit participer. La saison est tellement dense, tellement pleine que c'est difficile pour nous d'offrir du temps à nos fédérations, à nos sponsors, etc. Et en général, on planifie des journées pour nos sponsors, pour notre fédération, pour pouvoir offrir en retour quelques services, des journées de ski avec des particuliers, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on fait tous, au fait. Et puis, au-delà de ça, on continue à s'entraîner parce qu'en général, on profite encore des conditions de fin de saison qui sont bonnes pour tester du matériel, pour développer du matériel. C'est clair qu'on fait ça toute l'année, mais c'est des périodes aussi importantes pour planifier encore en avance de la saison à venir. Donc, on continue à s'entraîner en général jusqu'à, en tout cas, mi-avril.
voire fin avril. Puis lorsqu'on pose réellement les skis, là en général on a une bonne coupure pleine de 2 semaines. Donc ni physique ni rien. Bon, c'est vrai sans être vrai parce qu'au final, avec mes problèmes de dos et de genoux, j'ai jamais vraiment pu ces dernières années couper pleinement. Je dois continuer à faire de la mobilité, et du renforcement pour me sentir bien en fait. Mais réduire totalement les charges. En général, on part en vacances. Pour ma part, ces dernières années ont été un peu dictées aussi par mes études. Parce que j'ai suivi une formation, un bachelor en économie à Unidistance, qui est une fac suisse, qui m'a permis de suivre un programme universitaire totalement en ligne. Mais du coup, pendant que mes coéquipiers pouvaient se dorer la pilule et se gratter sur le canapé, ben moi j'ai dû reprendre les révisions. Donc un peu moins drôle, mais ça a été un peu pénible, mais j'ai été évidemment content de le faire. J'ai terminé mes derniers examens en juillet cette année, donc au moins ça c'est derrière moi. Et bien en addition, ben, il y a l'entraînement physique qui reprend en général début mai. Pour notre part, on est tous dans un programme individualisé. Chacun d'entre nous, dans notre équipe, on a chacun notre propre entraîneur physique. Longtemps, j'ai passé tous mes étés à Macolin, au Centre national sportif. J'y ai fait mon école de recrue aussi en tant qu'athlète de haut niveau. Et c'était super parce que Macolin, évidemment, c'est la bibliothèque du sportif. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de s'entraîner et c'était un environnement très positif. Mais évidemment, après quelques années, en sachant qu'on voyage environ 250 jours par année, je suis content de pouvoir passer un peu de temps à la maison. Et du coup, maintenant, j'ai mon entraîneur privé physique à la maison. On a un entraîneur physique de l'équipe qui est à disposition, qui nous suit, qui est évidemment toujours là lorsqu'on est en stage, que ce soit de ski ou pendant toute la saison. Lui, de manière individuelle, il vient nous suivre à l'entraînement pour voir ce qu'on fait, pour voir comment on s'entraîne, pour comprendre comment on va et pour pouvoir justement adapter lorsqu'on sera en route. Mon entraîneur physique privé ne me suit pas lorsque je suis en stage. C'est mon entraîneur physique de la fédération qui lui prend la comment dire le suivi de le ton suivi de mon entraînement puis, exactement et qui l'adapte par rapport à ce qu'on fait sur les skis. Et du coup la préparation physique commence début mai jusqu'à fin juillet. Et en général, à partir de fin juillet, début août, on reprend les entraînements sur les skis. Là, la priorité va au ski pendant quelques semaines. Pour notre part, on va s'entraîner pendant 5 semaines en Argentine. Du coup, là-bas, évidemment, c'est très focalisé sur le ski. On continue à s'entraîner physiquement pour maintenir. À notre retour, on refait un bloc d'entraînement physique avant de repartir sur les skis fin septembre. Et puis là, c'est la phase de préparation pré-course qui commence. Et puis notre saison de compétition commence officiellement mi-novembre. Et après, une fois que la saison officielle commence, j'imagine que le travail physique, l'entraînement continue, mais beaucoup plus faible. Il change effectivement. Alors, c'est-à-dire que pendant l'été, on construit. On essaye de construire sur nos points forts, nos points plus faibles. On adapte d'une saison à l'autre. On regarde ce qui fonctionne pas. Et puis pendant l'hiver, c'est du pur maintien. Il faut savoir que la saison d'hiver en novembre et fin février, début mars, c'est extrêmement intense. On parle de courses pratiquement chaque week-end. On s'entraîne sur les skis évidemment chaque semaine à la veille des courses pour s'adapter aux conditions, pour comprendre quel matériel on va devoir utiliser, etc. Donc la priorité va au ski, mais on doit maintenir un maximum le physique. C'est clair qu'on va pas faire de monstrueuses séances de force à la veille des courses, mais on doit essayer de maintenir un maximum cette forme physique jusqu'au bout pour pouvoir performer jusqu'au bout. De la technologie un petit peu pour t'aider dans l'entraînement, j'ai noté plusieurs choses. Par exemple, je vois que tu portes un bracelet Whoop, donc qui va te donner des informations. Est-ce que tu l'utilises à titre personnel? Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé par tes entraîneurs aussi pour récupérer des informations? Est-ce qu'il y a d'autres moniteurs de ta santé et de ta performance que tu utilises? Alors, le Whoop, je le porte depuis maintenant 5 ans.
C'est purement par fainéantise parce que en réalité avant ça on prenait nos valeurs de manière quotidienne à la main en fait le matin au réveil ou avec la ceinture et du coup lorsqu'on est en stage d'entraînement et qu'on doit se lever à 5 heures du mat et que je dois prendre mon pot au repos une fois sur deux j'oublie ou ça m'emmerde et du coup le whoop ça me permettait de le faire de manière automatique. Ces valeurs elles me sont extrêmement utiles, en fait, les valeurs de récupération. En ce qui concerne l'entraînement, on peut en parler plus tard, mais je l'utilise très peu. Donc ces valeurs, je les utilise au quotidien pour voir comment je m'adapte à l'entraînement, pour voir comment je récupère des voyages, pour voir comment je récupère de certaines thérapies aussi. Et puis mon entraîneur physique a accès à mes données et puis évidemment tout est monitoré pour tous les athlètes. Mais oui, à nouveau je le porte parce que c'est très pratique. Je le charge une fois par semaine, ça me fait tout de manière automatique, mes statistiques, etc. Donc c'est très pratique de ce point de vue-là. Pour l'entraînement, pas du tout. Okay. Pour ma part, le ski alpin c'est pas un sport d'endurance. Bon, pour être très honnête, les valeurs des ceintures Polar ou que sais-je seront un peu plus précises. C'est pas si mal. À part ça, j'ai fait des comparaisons. C'était effectivement assez précis, mais je m'en sers très peu parce que au final, il manque une valeur extrêmement importante pour nous, c'est le lactate. Et sans ça, une séance de force de 3 heures ressemblera plus à une petite balade de 5 minutes et au contraire 25 minutes de course à pied. Ce sera un effort monstrueux par rapport à ma séance de force. Donc je m'en sers très peu pour l'entraînement. Ouais, c'est vrai que mesurer le lactate sans être invasif, c'est compliqué. Et je crois pas qu'il existe encore de technologie qui le fait de manière non invasive. Pas que je sache, mais je pense que vu l'avancée et l'explosion des différentes marques de moniteurs, que ce soit Whoop ou ces anneaux, je me souviens plus de la marque des anneaux, mais Oura Ring par exemple. Ring, exact. Je pense qu'ils vont devoir trouver un moyen pour pouvoir monitorer le lactate sans avoir besoin de se piquer. On va voir. Ça, c'est de la musique d'avenir. En technologie principale, je dirais, pour un skieur, évidemment, t'en as parlé, c'est le matériel, donc les chaussures et les skis principalement, qui vont être très importants pour la performance pendant la compétition. Tu travailles avec un équipementier qui est Nordica. Comment est-ce que se passe la relation entre un skieur et la marque qui fournit le matériel? Est-ce que tu leur fais du développement? Est-ce que tu es juste un consommateur de leur matériel? Quels échanges vous avez? Comment tu choisis tes skis avant une compétition? Alors ça c'est un sujet que j'aime bien aborder parce que les gens sont pas tout à fait conscients en fait du travail sur le matériel et c'est en réalité une des parties les plus intéressantes de notre sport de mon point de vue. Alors la relation se passe comme ça en réalité lorsqu'on atteint un certain niveau à ski, les marques ont un œil sur toi et ils veulent te sponsoriser, te soutenir et puis espérer des résultats. Voilà, des résultats et puis évidemment la promotion de leur marque. Lorsqu'on arrive à un niveau de Coupe d'Europe, on touche un matériel déjà très 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 précis, mais qui n'est pas développé par nos soins. Les personnes, les athlètes qui développent le matériel, c'est des athlètes de Coupe du Monde, c'est l'élite vraiment du ski alpin de chaque marque. Lorsqu'on est à la tête ou au sommet des rangs, disons du ranking de sa marque, on a évidemment plus à dire que si on est le numéro 250. Pour ma part, je suis numéro 1 chez Nordica, donc ça a été un peu le move important pour moi de basculer chez Nordica. J'ai été longtemps chez Atomic. En fait, j'ai fait toute ma carrière chez Atomic et j'étais relativement bien placé. À l'époque, j'étais le 5e meilleur slalomeur chez Atomic. Mais à cette époque-là, il y avait un personnage qui s'appelait Marcel Hirscher, qui a été le plus grand skieur en réalité dans l'histoire du ski, parce qu'il a gagné 8 fois le globe du général. C'est difficile à faire comprendre aux gens qui ne pratiquent pas le ski alpin ou qui connaissent peu ce que c'est. Gagner le globe de général, c'est gagner le classement général, toutes disciplines confondues, en une année.
Lui, il a fait 8 fois de suite. C'est déjà compliqué dans notre sport de pouvoir faire 8 années de suite en Coupe du Monde. On pourrait imaginer un joueur de tennis qui gagne les 4 grands chelems de la saison pendant 8 années de suite. Alors effectivement, pour comparer un peu. Effectivement, mais le joueur de tennis, il va pas à potentiellement 100 km/h sur de la glace. Donc les risques sont encore plus élevés en ski alpin, les risques de blessure. Et du coup, de pouvoir déjà faire 8 années sans se blesser une fois, et puis gagner à chaque fois, c'est extraordinaire. Je ferme la parenthèse. Marcel Hirscher était chez Atomic, et évidemment toute l'attention allait vers Marcel, ce qui était parfaitement logique. Mais du coup, c'est clair que c'est compliqué de se battre à armes égales en Coupe du Monde avec des types qui ont l'attention d'une firme entière, qui développent leur propre matériel. Quand toi, tu reçois du matériel et tu sais pas vraiment pourquoi il a été développé, c'est clair que c'est plus compliqué. Et Nordica m'a approché. À l'époque, il y avait un très très grand slalomeur qui était chez la marque, qui s'appelait Felix Neureuther, un Allemand, qui s'apprêtait à terminer sa carrière. Et puis Nordica m'a approché pour prendre un peu la relève chez eux. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec Nordica pour le développement du matériel. Mais c'est arrivé à un moment compliqué parce que j'avais pas mal de problèmes de santé. Les différentes blessures que j'ai eues m'ont beaucoup pesé, et évidemment lorsqu'on a ces différents problèmes, c'est difficile de faire du volume. Pour tester du matériel, il faut faire beaucoup de manches. C'est extrêmement fatigant. On skie sur des conditions qui sont extrêmes, donc faire plus de 3, 4, 5, 6 manches à l'entraînement, c'est difficile. Et encore plus lorsqu'on a ces problèmes-là. Donc ça a pris du temps un peu pour moi de développer ce matériel, de créer de nouvelles choses, de trouver ce qui me convient le mieux. Mais on a réussi à vraiment faire un gros step, en particulier sur la chaussure de ski, il y a de ça 3 ans. La chaussure de ski, ça a l'air anodin, mais en réalité c'est la pièce la plus importante pour le skieur. C'est ce qui connecte le corps au ski. On peut performer correctement avec une très bonne paire de chaussures et des mauvais skis. L'inverse, c'est impossible. Du coup, la chaussure joue un rôle clé dans la performance. Et Nordica, qui est historiquement un équipementier qui fabriquait uniquement des chaussures de ski, il y a de ça 20 ans, a racheté une marque de ski et a commencé à développer ses propres skis. Maintenant, ils ont les deux. Et du coup, j'ai bossé sur une nouvelle chaussure. Pour développer ces chaussures, on part de rien, on part d'une imprimante 3D, d'une première forme qu'on essaie, qu'on teste. Évidemment, après une manche ou deux, la chaussure casse, parce que c'est pas les mêmes alliages de plastique. Ouais, bien sûr. Faire un moule, ça coûte environ, si je dis pas de bêtises, environ 200 000 euros. Du coup, avant d'avoir une première bonne idée de la forme et de la dynamique de la chaussure, il faut commencer par ces impressions-là. Et puis petit à petit rajouter des détails, l'améliorer, la rendre plus agressive, moins agressive, dépendant des conditions. Il faut savoir qu'il y a des neiges qui rendent beaucoup plus d'énergie, d'autres beaucoup moins. On peut imaginer sauter à pieds joints sur un trampoline ou sur le béton. Il y a des neiges qui se comportent de la même manière, c'est-à-dire qu'une neige très froide va rendre énormément d'énergie, et du coup on veut du matériel qui absorbe plus, parce que sinon on va sauter comme une balle de caoutchouc. Et au contraire, on a des neiges qui sont beaucoup moins énergiques. Et du coup, on a besoin de matériel qui crée de l'énergie, qui crée de l'énergie pour pouvoir créer cette vitesse. Et du coup, si je prends mon ski, qui est censé aller sur des neiges qui rendent peu, sur une neige très froide, moi je vais sauter, je vais faire 2 portes et je vais sortir. Et du coup, on travaille comme ça avec une firme. La marque va créer des prototypes qu'on va tester. On a le prototype de 1 à 5. Moi, j'ai un serviceman. On appelle ça un serviceman. C'est un homme qui travaille pour moi, qui est salarié par ma marque de ski, qui s'occupe de mon matériel. Et lui et moi, à l'entraînement, on va sortir ces différentes paires. On va sortir ces 6 différents prototypes. Et puis on va commencer à faire nos calculs. On va dire, ok, le premier prototype, c'est une merde, on l'écarte. Le deuxième, il est pas mal sur des neiges froides, disons. Mais par contre, il pourrait avoir un peu
ou absorber un peu plus d'énergie en sortie de courbe. Alors ce que mon serviceman va faire, c'est qu'il va retourner à la firme, il va dire ok, le 2, le 1 c'est une merde, on l'oublie. Le 2 il est top, mais il faudrait modifier la queue du ski pour absorber un peu plus d'énergie. Alors du coup la marque va faire quoi? Ils vont imprimer des nouveaux skis, me les renvoyer, et puis je vais les retester. Et c'est une communication constante comme ça avec la marque. Et c'est le cas pour tous les skieurs de Coupe du Monde, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui développent, ou c'est nous qui développons le matériel pour les marques. D'accord. Ça veut dire qu'un skieur Nordica, un autre que toi, aura pas les mêmes skis que toi? Pas nécessairement. Ok. Mais il s'avère que vu que je suis la tête d'affiche, c'est moi qui développe la quasi-totalité des skis. Et du coup, les skieurs qui skient sur Nordica aujourd'hui skient du matériel que j'ai développé moi-même. On a parlé aussi, avant d'enregistrer ce podcast, de changements technologiques qui ont eu lieu au cours des dernières années. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu sens d'année en année une évolution du matériel qui augmente la performance, qui augmente la rapidité? Est-ce que c'est un élément prépondérant dans la performance en slalom d'une saison à l'autre? Absolument, le matériel devient toujours plus performant. Il faut savoir que nos skis sont faits pour aller en slalom à 70 km/h entre des portes à environ 9 mètres sur de la glace. C'est-à-dire que quand tu tournes, le ski tourne. Si le corps ne suit pas, tu te fais mal. Et du coup, c'est du matériel extrêmement, extrêmement exigeant, mais qui te permet d'aller toujours plus vite. Évidemment, chaque firme sort des nouveautés d'année à l'autre. Il faut savoir que c'est pas comme la sortie en magasin, c'est-à-dire que soudainement il y a un ski en début de saison qui va mieux. C'est du travail constant, mais disons en milieu d'hiver, Atomic a trouvé un petit truc qui permet aux athlètes de gagner pratiquement 10-20 centièmes par manche, et c'est énorme. Mais cet écart, il va pas durer longtemps, parce qu'évidemment, s'il y a un truc qui existe dans le monde du ski et dans le monde du sport en général, c'est l'espionnage industriel. Et puis soudainement, il y a un ski Atomic qui disparaît des ski rooms. Et qui se retrouve chez un autre équipementier, et soudainement, une semaine plus tard, Rossignol va j'utilise des exemples, j'accuse personne, mais enfin c'est quelque chose d'assez commun. Soudainement, une autre marque arrive avec un ski extrêmement similaire et qui va effectivement mieux. Donc toutes les différentes marques se tirent vers l'avant, et on a les yeux toujours très ouverts avec nos concurrents / coéquipiers, voir ce qu'ils ont au pied, voir ce qu'ils essaient de faire, qu'est-ce qu'ils développent. C'est quelque chose qui est important. Ouais. Et puis il y a eu un changement qui a été important, puisqu'on en a même parlé dans le grand public au début de la saison passée. C'est l'abandon des farts fluorés, donc l'interdiction des fluors dans les farts. Alors je sais que ça a eu un impact principalement pour les skieurs nordiques et puis pour les skieurs de vitesse. Est-ce que ça a eu un impact aussi pour vous, les slalomeurs? Alors pour nous les slalomeurs, moindre. C'est-à-dire que le fluor est extrêmement efficace sur les neiges mouillées. Mais dans un virage de slalom, la phase de glisse est extrêmement courte, et du coup l'impact du fartage est minime. Par contre, si on parle des disciplines de vitesse, les descendeurs, les supergéantistes, ça va pousser un athlète de la première à la 30e place. Donc ça va faire une différence monstrueuse. Donc ça a effectivement créé quelques polémiques dans le monde du ski. On est contrôlé au fluor pratiquement à toutes les courses. Les descendeurs à toutes les courses. Nous, on s'est pas toujours fait contrôler, mais ça arrive quelques fois. Du coup, pour nous, évidemment, l'impact est moindre. C'est les servicemen qui transpirent un peu plus, parce qu'ils ont une certaine responsabilité. Si soudainement il y a une trace de fluor dans les farts qu'ils utilisent pour une compétition, et qu'on se fait contrôler de manière positive, on est emmerdé. Mais ça n'a pas été le cas cette année. Aucun slalomeur n'a passé un contrôle du fluor positif, donc c'est plutôt bon signe. Et puis voilà, c'est clair que c'est plus embêtant pour les disciplines de vitesse, parce que au fait la tricherie devient très intéressante pour un descendeur, pour un slalomeur.
ça n'a aucune influence. Est-ce qu'il y a d'autres technologies que tu utilises à l'entraînement, des technologies de positionnement GPS pour voir si la trajectoire est idéale ou si le mouvement est idéal? Je recevais dans le podcast la saison passée le fondateur d'une boîte qui justement crée des accéléromètres et des GPS pour ce type d'activité. Est-ce que vous avez ce genre d'analyse dans l'équipe de Swiss-Ski dans laquelle tu es? Alors, oui. Il y a une structure de recherche à Swiss-Ski qui travaille sur différents moyens d'analyser notre sport. C'est clair que c'est difficile parce que en ski alpin, il y a énormément de variables. Rien n'est linéaire. Si on prend un sport automobile, c'est clair que les températures vont changer, potentiellement la météo, mais au final, c'est toujours le même circuit. En ski alpin, les tracés sont toujours différents, les conditions de neige sont toujours différentes, les pentes sont toujours différentes, dépendant de l'enneigement évidemment, et du coup c'est extrêmement difficile de il n'y a pas de répétabilité voilà exactement. Dans le processus. Un sprinter, il aura toujours son tartan, il aura toujours ses 100 mètres. Voilà. Nous, c'est jamais le cas. Et du coup, c'est extrêmement difficile de trouver des valeurs intéressantes là-dedans pour pouvoir essayer d'analyser et de trouver de meilleurs moyens d'analyser notre sport. Mais malgré tout, on a quelques moyens. Premièrement, le chronomètre, c'est le point clé de notre sport. C'est la première partie. Deuxièmement, la vidéo. L'évolution de la vidéo a quand même beaucoup changé ces dernières années. On a des systèmes d'analyse qui ont beaucoup évolué. Et puis, comme tu disais, les accéléromètres et les bornes GPS. On a commencé à travailler, je dis on, donc l'équipe suisse et l'équipe de Coupe du Monde de slalom cette année avec un système, c'est une puce GPS qu'on porte sur notre dossard d'entraînement. Et cette puce va nous donner différentes valeurs, l'accélération, les vitesses de pointe, la force des jets dans les virages. Les forces qu'on va absorber dans un virage. Et puis à partir de ça, on va pouvoir faire différentes analyses. Il y a un point qui est très intéressant et qu'on a déjà commencé à utiliser parce qu'évidemment pour pouvoir analyser toutes ces données, il faut avoir beaucoup de data. Mais un premier point qu'on a pu utiliser rapidement, c'était au terme de notre saison d'été, eh bien on a déjà pu voir dans quelle zone on s'est entraîné de vitesse. Ce qu'on n'avait jamais pu faire à l'époque, c'est-à-dire qu'on a pu voir, ok, donc Marc s'est entraîné entre les 60 et 62 km/h le plus, dans les basses vitesses le moins. Et du coup, potentiellement, lorsque un athlète est moins performant dans certains tracés, eh bien, on va pouvoir dire, ok, on va falloir qu'on s'entraîne plus dans cette fenêtre-là ou l'autre, dans des tracés plus tournants avec des vitesses plus basses. Donc c'est un bon moyen déjà de comprendre sur toute la saison de préparation, et ça a été le cas. Moi je me suis entraîné dans des tracés très rapides, pas assez dans des lents. Cette année on a eu de la chance, on a eu pas mal de tracés rapides qui me conviennent, mais un peu moins de lents. Cet été je vais mettre la priorité sur les tracés plus lents pour pouvoir m'améliorer dans ce genre de tracé. Et c'est plus ou moins tout ce qu'on a pour l'instant. Donc ça reste quand même relativement archaïque si on prend d'autres domaines comme le golf où ils ont fait des avancées extraordinaires ces dernières années dans la récolte de données. Je sais que tu es un adepte de golf aussi, c'est pas le sujet du podcast du jour, mais on pourra en reparler lors d'un autre épisode. J'aimerais encore t'entendre sur deux aspects. Un dont finalement on n'a pas tant parlé que ça, j'avais dit au début du podcast qu'on en parlerait plus, c'est l'aspect mental. Est-ce que tu as une préparation mentale spécifique pour la compétition, pour te préparer à la saison qui arrive, pour te préparer spécifiquement à une course? Alors oui, j'ai une préparation mentale. On a tous des préparateurs ou des préparations différentes. C'est un sujet un peu compliqué parce qu'évidemment les gens me posent souvent la question, mais vous avez pas de préparateur mental au sein de la fédération? Ben non, parce que c'est un élément tellement personnel qu'on peut pas simplement avoir un préparateur mental pour toute une équipe. Pour ma part, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver quelqu'un avec
avec qui bien je me sentais suffisamment à l'aise pour travailler, parce que c'est, comme je disais, c'est extrêmement personnel. Pour moi, c'est très difficile. J'ai grandi dans ce monde du ski où évidemment s'ouvrir et parler de ses doutes, de ses peurs, de ses craintes, c'est quelque chose de très tabou, parce que ça a été considéré, enfin en tout cas on nous a fait comprendre très jeune que c'était comment dire, un signe de faiblesse entre guillemets, de parler de ces choses-là, et du coup très jeune on apprend à garder tout ça en soi, un espèce de mécanisme de défense complètement débile, mais qui est là. Et du coup, ça a été très difficile pour moi de trouver quelqu'un avec qui j'étais capable de m'ouvrir pleinement et de parler de ces choses-là. Et puis évidemment, j'en ai vu à l'appel, des préparateurs physiques ou psychologues du sport qui me disaient, mais tiens, t'as pensé à potentiellement avoir des routines ou bien noter ces différentes choses. Puis j'étais là, écoute, oui, j'y ai pensé déjà à l'âge de 12 ans, et c'est des outils que j'ai développés tout seul. Donc j'ai eu de la peine et j'ai mis du temps à trouver la bonne personne. Puis aujourd'hui, je travaille depuis maintenant 6 ans avec un psychologue qui n'est pas du sport, mais qui pratique l'hypnose et qui m'a énormément aidé pour pouvoir casser certains cheminements et certaines habitudes que j'avais, qui m'empêchaient de performer à mon meilleur niveau. Et donc l'importance de la préparation mentale dans notre sport, elle est majeure. On s'entraîne toute une vie pour être au départ d'une course majeure, et on doit y performer. On doit devenir la meilleure version de nous-mêmes à un moment qu'on ne choisit pas. Donc c'est clair que c'est difficile, sans compter la pression qu'on se met à soi-même, mais la pression externe aussi, de la fédération, des sponsors, de la famille. Du public. On est au départ d'une Coupe du Monde, on est au départ d'une piste, c'est une patinoire en pente, face à 40 000 spectateurs, plusieurs millions de téléspectateurs. C'est clair que c'est des choses qui sont difficiles à gérer. Ouais, on y pense à ça quand on est dans le portique de départ. Les gens nous regardent à la télé, les gens m'attendent en bas à la ligne d'arrivée. Alors ça peut arriver effectivement, et on apprend à gérer ça. Les premières fois en Coupe du Monde, c'est déstabilisant d'être au départ d'une course. On sait que tout le monde regarde. On s'attend à ce que tu performes. Tu attends enfin tout du moins tu espères donner le meilleur de toi-même. C'est des moments qui sont difficiles à gérer. Et tout le monde n'y arrive pas. Et ce qui fait un bon skieur, évidemment, c'est la gestion de ses émotions et être capable d'être la meilleure, comme je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure version de soi-même face à tous ces dangers et toutes ces difficultés. C'est super intéressant, cet aspect-là. Je pense qu'on pourrait en discuter beaucoup plus longtemps, mais tu as donné vraiment les clés essentielles par rapport à ça. Le temps passe dans cet épisode. J'avais encore juste une question. Quand on est un slalomeur vraiment spécialiste du slalom comme toi, est-ce qu'on a une pensée à un moment ou à un autre à la discipline du géant ou aux autres disciplines de vitesse, ou pas du tout? Si pour ma part j'ai un œil sur d'autres disciplines et j'aimerais potentiellement me lancer, alors effectivement le choix de la discipline, c'est plutôt une sélection naturelle, c'est-à-dire que à partir d'un certain âge on voit qu'un athlète est plutôt technicien que descendeur. Moi pour ma part je suis arrivé en fédération dans les cadres nationaux grâce aux 2 disciplines techniques, au slalom et au géant. J'ai toujours été meilleur en géant en réalité. Et puis malheureusement, avec les différentes blessures que j'ai eues, ça devenait trop difficile de maintenir les deux. Et le géant, pour mes problèmes, était plus difficile à faire. En fait, j'avais beaucoup plus de peine en géant qu'en slalom pour mes problèmes de genoux et de dos. Et du coup, j'ai dû un peu m'écarter du géant. J'ai couru malgré tout en Coupe du Monde en géant, mais après ces différents problèmes de dos, j'arrivais plus à suivre le rythme des 2 disciplines. Je me suis concentré sur le slalom. Aujourd'hui le dos va mieux. L'an dernier j'ai continué à m'entraîner un peu en géant quand même, parce que ça me fait beaucoup de bien d'un point de vue technique. Le géant c'est la discipline mère entre guillemets, c'est la base du ski alpin.
Et du coup, ça me fait beaucoup de bien aussi de passer à autre chose, de me changer les idées et de plus avoir des piquets qui m'arrivent sur la tête tous les 9 mètres. Et il s'avère que je suis toujours capable de skier très fort en géant. Évidemment, cette année, la priorité reste au slalom, mais si le corps me le permet, je vais essayer de m'aligner aussi sur quelques géants de Coupe du Monde, puis on verra la suite. Intéressant. Dernière question, est-ce que tu as un rêve que tu aimerais atteindre? Je sais pas, une médaille olympique, un globe de cristal en slalom, ou plus réalistiquement des podiums la saison prochaine, ou c'est quoi tes attentes pour la saison et les saisons qui arrivent? Bien, tout ce que tu viens de nommer, c'est des rêves, et c'est des rêves de gosse que j'ai depuis toujours. Évidemment, rien qu'une participation aux Jeux Olympiques, c'est un rêve. T'es passé à être très très proche, à Pékin. Je suis passé extrêmement proche à Pékin, où évidemment ça a été dur pour moi de pas y aller. Mais malgré tout, c'est le sport, c'est comme ça. Je me suis pris quand même beaucoup de claques dans la gueule au travers de ma carrière, et celle-ci a été une autre, mais qui m'a malgré tout poussé à continuer et à me battre pour atteindre les meilleurs niveaux, et puis potentiellement toucher une qualification au prochain jeu. J'ai appris une chose aussi dans ma carrière, c'est de pas me fixer des objectifs trop clairs. Parce qu'au fait, je me focalise dessus et ça m'a jamais fait du bien. Okay. Le ski, pour moi, et donc je parle aussi, c'est un aspect de ma préparation mentale, entre guillemets. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour ma part, le ski, c'est un jeu. Et le meilleur moyen pour moi de performer, c'est de jouer. Donc j'ai besoin de retrouver au fait le gosse qui est en moi, de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais, parce qu'on a tendance, évidemment, lorsqu'on pratique le sport de haut niveau, c'est un métier, et on a tendance à oublier pourquoi on a commencé à faire du ski. On se focalise beaucoup sur le chrono, sur devenir meilleur, toujours meilleur, battre les autres, atteindre les critères de sélection, atteindre des objectifs, et du coup ça me pousse à oublier le pourquoi je fais ce que je fais. Et du coup, depuis quelques années, j'ai arrêté de simplement me donner des objectifs comme ça, de dire je dois atteindre le top 15 ou le podium ou bien la victoire, parce que ça dépend pas uniquement de moi, au fait. Ça dépend beaucoup des autres. C'est-à-dire que je peux faire la manche de ma vie, et s'il s'avère que 3 autres l'ont fait aussi le même jour, je termine 4e. Donc mon objectif majeur, au fait, c'est de me marrer, d'avoir du plaisir. Et c'est le seul moyen pour moi de performer au mieux. Et je suis certain que si je continue à maintenir cette philosophie et de maintenir ce plaisir profond, c'est vraiment à nouveau, je suis en train de vivre mon rêve d'enfance. Donc rien que ça, c'est fantastique. Je suis persuadé que je vais potentiellement évidemment, un podium serait fantastique, une victoire encore mieux, une victoire olympique fantastique, formidable. Mais je perds pas trop d'énergie à penser à ces choses-là. Je pense plus à m'amuser et à profiter, tu vois. Apparemment, ça paye. Saison passée, 9e au général de slalom, à 2 doigts du podium plusieurs fois. Donc, moi, je te souhaite le meilleur pour la saison qui arrive. En tout cas, c'est très inspirant ce que tu viens de nous dire. Merci beaucoup. Les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur toi, je crois qu'il y a un film ou un documentaire qui est sorti qui s'appelle La Roche. Absolument. Est-ce qu'on le trouve quelque part? Est-ce que tu peux nous donner un peu des infos sur comment le découvrir pour les personnes qui voudraient en savoir plus? Alors le film La Roche a été tourné maintenant il a été terminé il y a plus ou moins une année. 2 amis qui travaillent dans le domaine du cinéma se sont dit mais tiens, le ski ça fait partie de ces sports où avec dernièrement l'émergence de tous ces différents documentaires sportifs qui ont eu tellement de succès, le ski ça fait partie de ces sports où lorsqu'on comprend un peu mieux l'envers du décor et lorsqu'on comprend un peu mieux les enjeux et ce qui se passe dans ce monde-là, ça devient tout de suite plus intéressant. Et du coup ils ont décidé de me filmer et de me suivre pendant une année. Et ce documentaire, ils l'ont terminé il y a une année. Actuellement, il est en tournée à différents festivals du film. Il a été accepté et présenté au festival de Tribeca à New York, ce qui était effectivement un grand succès pour l'équipe. Le film va être présenté encore au festival des Diablerets. Mais au terme justement de ce festival run,
de cette présentation aux différents festivals, on va probablement mettre le film en ligne, en libre accès pour le public ou le vendre sur une plateforme. On n'est pas encore tout à fait certain de comment on va le mettre en ligne, mais il sera en ligne et il sera disponible pour tout le monde. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si tu veux remercier, parler d'un sponsor ou d'autres. Écoute, non, j'aimerais te remercier toi. Je pense que c'est important de parler des différents sports. Apparemment, tu parles plus des sports d'endurance. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir promouvoir un peu mon sport, faire comprendre aux gens que c'est pas simplement juste descendre une piste. Il y a beaucoup d'éléments que les gens ne connaissent pas et qui méritent à être connus. Oui, et c'est très intéressant. C'est du physique, c'est de la technique, c'est des choses qu'on connaît pas forcément quand on fait de la course à pied ou du triathlon, mais c'est un effort qu'on comprend. En tout cas, je pense qu'on arrive à le comprendre. En tout cas, en partie, et c'était très très intéressant. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous rappelle encore juste une fois que vous pouvez mettre des notes et des commentaires au podcast et à cet épisode. Donc faites-le. Moi, ça me rend un sérieux coup de main dans la suite et l'évolution de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast Transition. À très très bientôt.